Bonjour à tous, Benoît Lequeux. Donc, on est pile à l'heure. Donc, on a parlé du patient symptomatique. Là, on va sortir sur cette session. On va parler du patient asymptomatique et désapparenté. Et donc, patient asymptomatique, porteur asymptomatique, comment dépasser la sphère cardiologique pour une vision holistique. Et donc, on va commencer la présentation par Bérénice Hébrard de Créteil. Bonjour à tous. Donc, merci au comité scientifique de me laisser l'opportunité de débuter cette session. Alors, moi aussi, je vais regarder comment on passe. Très bien. Alors, juste une petite modification du titre. Je ne vais pas parler de dépistage des familles, mais de diagnostic des familles. En effet, pour une maladie débutante, par exemple un cancer du sein précoce, le soignant va mettre en évidence cette maladie. Tout le monde est satisfait, soignant et patient, ceci est au bénéfice de la personne. Attention, en génétique, on va parler de diagnostic par un test génétique. Et là, la personne n'est pas malade, ni maintenant, ni peut-être après. Et donc là, dans ce cas-là, seul finalement le patient peut juger du bénéfice pour lui-même. C'est en comprenant cette subtilité que vous allez ensuite comprendre le cadre éthique et réglementaire que je vais vous présenter. Le cadre réglementaire, on va parler de l'article réglementaire 1131-5, qui n'est pas un vieil article de santé publique, mais bien un article de loi donc, qui parle des patients asymptomatiques et qui est régulièrement remis à jour. Et là, je vais vous présenter la version consolidée par le décret du 30 décembre 2023, donc qui date de moins d'un an. Donc, on peut faire un test génétique chez une personne en bonne santé à partir du moment où il présente des antécédents familiaux, donc comme dans le cas de l'amylose. Cette prescription a lieu bien évidemment dans une consultation médicale individuelle par un médecin qui œuvre au sein d'une équipe pluridisciplinaire qui rassemble des compétences cliniques et génétiques. Cette équipe va se doter d'un protocole de prise en charge et se déclare auprès du ministère de la Santé via l'Agence de la biomédecine. Voici un protocole que nous avons publié dans le journal Orphanet récemment, là, en 2024. Ce protocole a été établi par un groupe d'experts dans l'amylose et qui ont l'habitude de la prise en charge des patients asymptomatiques. Pourquoi ce protocole publié? C'est pour homogénéiser le parcours des patients désapparentés pour un test génétique. Voilà, donc vous pouvez le retrouver. Je reprends le cadre légal. Donc évidemment, ce test génétique, il est prescrit chez des personnes majeures. On ne ferait un test chez le mineur que s'il y avait un bénéfice direct et immédiat pour lui ou des membres de sa famille. Et la dernière mention, donc le test génétique peut être prescrit par des médecins spécialistes dans certaines conditions, par des médecins généticiens, mais aussi par les conseillers en génétique sous la délégation des généticiens. Vous pouvez chacun retrouver un conseiller en génétique proche de chez vous. On vous a mis sur le site internet dans la rubrique « Je suis patient » un répertoire des centres de génétique et des conseillers en génétique avec qui vous pouvez collaborer. Ce répertoire est issu du site de l'AFCG, de l'Association française des conseillers en génétique. Évidemment, on est obligé de parler aussi de ce fameux article du Code civil, le 1610, qui dit que le consentement avant toute analyse génétique est recueilli 1 par écrit, 2 après information sur la finalité de l'analyse génétique. Et ceci peut être condamné au pénal si ce n'est pas respecté. Voilà pour le cadre réglementaire. Pour le cadre éthique, alors il y a plusieurs manières de parler d'éthique. J'ai choisi d'utiliser les principes assez fédérateurs de Beauchamp et Childress. Et puis je me suis appuyée sur l'avis numéro 46 du Comité consultatif national d'éthique qui avait rendu un avis sur les tests prédictifs. Donc un principe assez fédérateur qu'on connaît tous, c'est l'autonomie du patient à respecter. Il doit comprendre les conséquences de sa décision de faire un test ou pas. Et respecter l'autonomie d'un patient, c'est le respecter dans son identité, en fait, et dans sa situation. Le patient qu'on voit actuellement n'est pas le patient d'avant, ne sera pas celui d'après. L'autonomie va également avec la bienfaisance. On parlait d'approche holistique, et c'est bien le cas dans l'approche qu'on fait de chaque patient, comme étant unique, avec des besoins spécifiques.
Et d'un point de vue plus pragmatique, on sera bienfaisant si on adapte correctement la prise en charge du patient porteur de mutation et si on ne fait pas d'examen inutile chez un patient soit trop jeune pour être suivi, soit non porteur. Je vais illustrer le principe de justice par le travail pluridisciplinaire qui me paraît très important pour que chaque patient puisse avoir une juste prise en charge avec les bonnes compétences. Et là encore, sur le réseau amylose, on met de plus en plus à disposition, on essaie de regrouper toutes les ressources génétiques qui pourraient vous aider à bien prendre en charge ce patient. Avant de vous parler de la non-malfaisance, je vais vous citer un petit extrait du rapport donc du CCNE, le 46, qui m'a interpellée. Il parle de la prévention, puisque là, voilà, c'est vraiment le sujet de cette session. Et attention à la prévention, c'est assez réconfortant. Un homme prévenu en vaut deux. Et comment refuser ce prompt renfort de soi quand on parle de prévention. Mais il faut faire aussi attention, parce que dans le langage judiciaire bien éloigné du discours médicalisé, être prévenu, c'est aussi être accusé et inculpé. Et ça serait dommage que le patient se sente incriminé pour ce trait génétique irrité, qu'il n'a pas forcément souhaité. Et donc, c'est important, je vous rappelle par cet extrait, on est garant de la confidentialité stricte des données et on doit continuer à défendre l'interdiction d'accès des assurances et des employeurs aux données génétiques de prédisposition. Dans une société libérale, ce n'est pas forcément quelque chose qui est toujours acquis et il faut continuer à faire attention. Donc, vous l'avez compris, un test génétique comporte quand même une entrée dans l'intimité d'une personne avec des conséquences présentes mais aussi futures. À cela s'ajoute l'aspect relationnel et familial de ces réalités génétiques. Elles sont reçues des parents, transmises aux enfants, partagées avec les frères et sœurs. Donc je rajouterai un cinquième principe qui n'est pas tout à fait un principe, mais la prudence. On agit sur la personne asymptomatique avec précaution et on évalue vraiment le mieux possible les conséquences de ces actions. Mais alors, en conclusion et en pratique, comment faire? Parce que nul ne peut ignorer la loi, on est tous d'accord sur les principes éthiques qui nous réunissent, mais on sait aussi, Olivier Lérès en parlait, qu'il y a des contraintes institutionnelles en termes de ressources matérielles, humaines, qui parfois peuvent rendre difficile la bonne prise en charge de nos patients. Et donc, vraiment, notre rôle, c'est de savoir composer avec ces aspects-là et continuer à bien suivre nos patients asymptomatiques. Voilà, merci pour votre attention. On va enchaîner avec Sylvia qui va nous présenter l'une des conséquences directes avec la prise en charge des porteurs asymptomatiques. Bonjour à toutes et tous. En introduction, quelques définitions. Donc, un cas index, c'est a priori le premier patient diagnostiqué dans une famille d'une maladie génétique. Et donc, les apparentés, c'est toutes les personnes qui lui sont liées par un lien familial non marital, bien sûr. Un apparenté peut être symptomatique. Le frère de cette patiente cas index, par exemple, présente des signes cliniques qui sont évocateurs de la pathologie. On le diagnostique, on le traite. Mais il peut avoir aussi des apparentés. Là, j'ai mis les enfants, mais ça pourrait tout à fait être les frères et sœurs qui sont asymptomatiques cliniquement et qui peuvent être porteurs, pour autant, de l'anomalie génétique ou non porteurs. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est dans un premier temps, la première étape, c'est de pouvoir faire accéder aux patients à ce diagnostic présymptomatique pour connaître le statut de porteur asymptomatique avant de pouvoir parler de leur prise en charge. Les différents professionnels impliqués, c'est une équipe multidisciplinaire déclarée, comme l'a dit Bérénice. Alors, pour le cas index, effectivement, c'est une question qu'on se pose depuis un certain temps à Mondor. Idéalement, on aimerait que tous les cas index puissent avoir une information à la source par des généticiens ou des conseillers en génétique et donc pouvoir se voir informer sur les modes de transmission. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les apparenter au premier degré des cas index, il faut impérativement cette équipe multidisciplinaire avec le médecin spécialiste d'organes qui va informer sur la maladie, le généticien biologiste qui va réaliser du coup le typage génétique, le conseiller en génétique ou le généticien pour apporter toute l'information sur la transmission et l'apport de la psychologue qui va encadrer cette démarche toute particulière de savoir si on a une épée de Damoclès sur la tête pour savoir si on sera à risque plus tard de développer ou pas la pathologie dont son apparenté a été ou est atteint.
quel constat faire de ce DPS? On a fait cette étude l'année dernière dans le service, où on a repris 150 à peu près patients apparentés qui ont bénéficié d'un conseil génétique, et on a essayé d'estimer, en revoyant les arbres généalogiques, la rentabilité du DPS au sein d'une famille. Et ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas glorieux. Globalement, il y a à peu près un tiers des apparentés qui bénéficient autour du cas index d'un conseil génétique, ce qui est très probablement trop bas quand on se dit que ce fameux diagnostic présymptomatique et l'évaluation des apparentés va permettre, connaître son statut génétique, on va dire, va permettre d'accéder à un traitement précoce, une prise en charge précoce et éviter des symptômes. Donc il y a un certain nombre de freins. Il y a le manque d'informations que le cas index va apporter à ses apparentés. Il y a le manque d'informations que les cliniciens vont apporter au cas index. On est cardiologue, je pense qu'on connaît tous nos limites, on n'a pas forcément tous eu une formation en génétique, moi j'ai eu la chance de l'avoir pendant mon internat, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, donc on se restreint probablement en tant que cardiologue, et puis il y a aussi le cas index qui se restreint de transmettre l'information à sa famille, parce que c'est compliqué cette culpabilité de savoir qu'on a peut-être transmis un risque de développer quelque chose de grave. Et il y a aussi le maillage territorial qui est compliqué, des zones, effectivement, on en a discuté ce matin, avec peu de professionnels de santé, peu de professionnels de santé avertis. Et on a essayé de réfléchir à comment améliorer cette prise en charge et comment lever tous ces freins. Une première étape, c'est le triptyque sur lequel on vous demande de nous faire un retour, qui serait du coup utile pour les cas index, de manière à ce qu'ils sachent comment annoncer les choses à leur famille, et puis tout le travail dont vous a déjà parlé Bérénice sur le maillage territorial, et puis qu'on arrive à fluidifier un peu les échanges et que les patients aient un accès plus simple, et l'association de patients est extrêmement aidante sur le sujet pour diffuser l'information. Donc, une fois qu'on connaît le statut et qu'on a pu faire accéder aux patients au diagnostic présymptomatique, la deuxième étape, c'est de suivre les gens. Et ça, pour le coup, aussi bien le PNDS français que les recommandations de l'ESC 2021 nous disent qu'il faut absolument suivre les gens et qu'il faut commencer 10 ans avant une notion importante qui est le PADO, l'âge prédit du début de la maladie. Et ça a été évalué dans une étude, un poster qui a été publié à l'ESC cet été. Ce qu'on voit, c'est que, 1, on a peu de patients qui développent la maladie avant PADO-10. 2, que plus on s'approche, plus on a de signes cliniques évocateurs de la pathologie associée à l'âge et plus on est à risque de développer les symptômes. La troisième chose, c'est que plus on s'approche de PADO et plus on est à risque de se voir diagnostiquer la maladie. Le dernier élément, c'est que au bout de 6 ans et demi de suivi, il y a 25% des patients qui développent la pathologie. Donc il y a un vrai bénéfice à suivre les porteurs asymptomatiques. Hop. Et donc, ça c'était le passé. Maintenant, c'est l'actuel et le passé. Le futur, ça va peut-être être, si cette étude est concluante, le fait de pouvoir anticiper et prévenir l'apparition de la maladie. Donc, c'est une étude BridgeBio qui s'appelle Act Early sur l'acoramidis que vous connaissez. L'idée, c'est qu'on randomise les patients entre du placebo. Olivier est vraiment très sympa. Tu as figé le timer. Donc, l'idée, c'est de randomiser les patients entre le placebo et le traitement par acoramidis 2 fois par jour et de voir, du coup, si ça prévient effectivement le début de la maladie et s'il y a un vrai bénéfice en termes de morbimortalité avec une étude qui se voudra forcément longue. Donc, l'important aujourd'hui, c'est d'être à même de dépister les gens pour connaître leur statut. Une fois qu'on sait qu'ils sont porteurs asymptomatiques, de les suivre correctement. Et demain, peut-être, un traitement préventif de l'apparition de la maladie si cette étude Act Early est concluante. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et on va continuer tout de suite avec Julie Pompougnac de Créteil sur le fardeau psychologique et sa prise en charge. Ah oui, pardon. Voilà. Alors déjà, je vous prie de bien vouloir nous excuser des raccourcis qu'on va prendre pour tenir le temps de cette présentation. Et puis, on va partir essentiellement de notre pratique clinique pour partager avec vous
ce que l'on sait du fardeau psychologique de l'amylose. Je suis Julie Pompougnac, je suis psychologue clinicienne au Centre de référence des amyloses cardiaques. Et voici Marie-Lou Peters, qui est en stage chez nous au Centre de référence des amyloses et qui va vous présenter ses premières observations à propos du fardeau. Donc il nous a semblé pertinent de vous faire part de mes premières impressions sur le fardeau psychique que représente l'amylose cardiaque chez les porteurs asymptomatiques. Je vais partir d'un cas clinique qu'on a rencontré dans le cadre d'un conseil génétique qui m'a permis de me faire une idée de ce poids. Donc ce cas clinique, j'ai repéré une difficulté de se projeter dans l'avenir avec notamment l'interruption de projets en cours. La patiente avait un projet de procréation médicalement assistée qui s'est temporairement interrompu après le diagnostic d'amylose de son père. Un père dont elle me décrit les relations au cours de l'entretien comme étant conflictuelles et à ce jour non résolues. Donc là, on soulève un autre fardeau qui est celui de la réactivation des conflits intrafamiliaux. Les traumatismes de l'enfance peuvent remonter et là, au cours de l'entretien, ils sont remontés avec des colères et des pleurs. Il y a aussi la question des fragilités intrafamiliales et leurs conséquences sur les membres du système qui sont mises à l'épreuve. Mais le besoin de se différencier de ses pairs permet une ouverture propice à l'élaboration et leur remaniement. Subsiste toujours quand même la question de la transmission, sous-tendue notamment par une certaine culpabilité. Donc, quand former ses enfants, quelle temporalité donner ? Donc c'est un sujet qui est difficilement abordable et voilà. Quand on annonce à une personne qu'elle risque d'être porteuse du gène de l'amylose qui potentiellement peut développer la maladie qu'a un de ses apparentés, on introduit une incertitude, un doute, qui est en fait un grain de sable dans le parcours de la personne et qui va avoir un impact sur sa vie future et sur son histoire à la lumière de cette transmission potentielle. Il se produit donc des réaménagements psychiques pour la personne et des réaménagements des liens et des relations familiales. Le dépistage génétique de l'amylose est donc un temps de vulnérabilité des consultants. Donc, un des éléments de fardeau, comme l'a annoncé Marie-Lou, c'est la difficulté à se projeter dans l'avenir. Effectivement, l'information qu'on vient de voir, elle fait effraction, elle fait rupture dans le parcours de vie de la personne et elle vient parfois interrompre la possibilité d'une projection dans l'avenir. Effectivement, une annonce non préparée, non anticipée, une temporalité psychique non respectée, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour se représenter les choses, pour les intégrer, peut aboutir à des risques traumatiques. Et ça, c'est assez embêtant parce que, en fait, quand ça se produit, eh bien, la personne, elle n'est pas embêtée seulement lors de la consultation, mais elle va être embêtée à chaque fois que le même type de situation se reproduit ou qu'il est endissé dans l'environnement. Ça veut dire qu'elle va être embêtée tout le long de son parcours médical et aussi dans la vie. Se projeter dans l'avenir avec les symptômes et le handicap de son proche malade, c'est également très compliqué et on peut observer des comportements d'évitement et de déni qui sont des choses tout à fait inconscientes, mais qui peut amener la personne à minimiser, par exemple, les symptômes de son proche, à ne pas arriver à les entendre et à les prendre en considération. Et tout ceci le confronte aussi à la question de sa propre mort. Alors, pour eux, comme pour nous, la question de notre propre mort, c'est quand même un impensable. Et puis, il peut y avoir aussi, comme l'a mentionné Marie-Lou, des risques d'interruption de projets en cours importants, ce qui montre qu'il faut vraiment accompagner ces personnes-là. Un autre élément du fardeau est la réactivation des conflits intrafamiliaux. Alors, des petits exemples, on peut par exemple avoir des questions comme comment puis-je intégrer, accueillir cette potentielle transmission de la part de mon parent proche ou malade avec qui les relations sont difficiles, conflictuelles, violentes ou avec qui je n'ai plus aucun lien. Ou ça peut être une autre interrogation du même type, comment pourrais-je annoncer le risque de transmission à mon ado avec qui la relation est conflictuelle
et qui me met en grande difficulté dans mon rôle de père ou de mère. De la même façon, les liens et les relations dans la fratrie sont également mis au travail, et ça peut concerner, par exemple, un consultant qui a un résultat favorable et qui est quand même décontenancé par son résultat, qui dit qu'il n'est pas porteur, parce que lui, d'abord, il s'était imaginé qu'il serait porteur, donc il est un peu, voilà, il n'avait pas prévu. Et en plus, il est très en difficulté pour annoncer à ses frères et sœurs, qui sont eux porteurs de la maladie, que lui n'est pas. Ce sont aussi peut-être les liens de filiation qui peuvent être remis en question. Et là, ça a toute son importance parce que les liens de filiation, c'est un peu sur cela qu'on se base aussi pour construire notre identité. Donc ça touche profondément la personne. Et on voit aussi l'importance que peuvent avoir les mythes familiaux et les secrets qui sont remis en jeu lors de ces démarches de conseil génétique. Donc l'information des enfants, la culpabilité qu'elle provoque la plupart du temps est aussi un des fardeaux que rencontre le porteur asymptomatique. Pour la plupart, lorsqu'ils viennent lors du diagnostic génétique, ils vont venir en avançant l'argument qu'ils viennent pour leurs enfants essentiellement, avant de venir pour eux-mêmes. Alors très vite, informer ou ne pas informer ses enfants devient une vraie question. Aussi, existe-t-il une bonne temporalité pour le faire en fonction des moments de la vie et de l'âge des personnes? Et au-delà de la temporalité, c'est aussi la question de la culpabilité de la transmission de ce gène qui peut être à l'origine d'un développement de la maladie de l'amylose un jour. La question se pose aussi, pendant le conseil génétique, de préserver leur qualité de vie versus leur devoir d'information des apparentés. Donc, les fardeaux, ils s'accumulent aussi. Par exemple, être aidant de son proche malade et vivre l'amylose au quotidien de son proche est une accumulation parce qu'il permet de bien anticiper ce que serait la vie si on développait un jour la maladie. L'accumulation des deuils familiaux, ils sont fréquents. Des fois, ils sont sur des très courtes périodes. Et en général, c'est après ces périodes que les consultants viennent. Donc là, ils ont vraiment une nécessité d'être accompagnés à ce moment-là. Il y a toutes les difficultés concomitantes, dont les autres maladies ou handicaps. Parfois, c'est des maladies génétiques qui ont été aussi transmises aux enfants. Il y a la rupture de la transmission, ce qui est une rupture du lien avec le cas index partielle ou permanente. Quand cette rupture de lien a lieu pendant l'enfance avec le parent, il est tout à fait reconvoqué sur la scène lors du conseil génétique et il faut travailler avec ce trou dans la transmission qui est arrivé à un moment donné. Il arrive que le parent ou le cas index ne veuille pas réaliser le test génétique. Et là, ça pose des questions, ça se discute. Il faut travailler peut-être avec la culpabilité, parce que ça veut dire que le cas index, le parent qui n'a pas voulu réaliser le test génétique, il va peut-être y avoir une information qu'il ne voulait pas avoir au départ du fait que son enfant réalise le test. Donc voilà, on a vu donc sur ces questions de fardeau que l'histoire et les difficultés, les fragilités personnelles et familiales sont provoquées lors du diagnostic présymptomatique. Elles sont interrogées à la lumière de cette transmission potentielle et du risque de développer un jour la maladie. Dans cette configuration, accompagnée par le psychologue, mais aussi par l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire, le consultant peut revisiter, réajuster ou transformer les représentations qu'il a de lui-même et de la qualité de ses liens et aux autres membres de la famille. Son questionnement et son anxiété et ce doute sont accompagnés. La projection dans l'avenir est favorisée. Et l'accompagnement permet une prévention d'un débordement du psychisme, d'un effondrement et du risque traumatique. Donc une prévention, pas au sens de la loi, évidemment. Voilà, donc le psychologue est présent à chaque étape du conseil génétique, d'accord, qui au centre de référence est organisé de la manière suivante.
Et nous avons aussi un atelier qui accompagne à la fois les cas index et à la fois les apparentés, qui permet de mieux comprendre la transmission de la maladie dans la famille, de mieux comprendre les termes génétiques. Il est animé par Bérénice Évrard, conseillère en génétique, en ma présence pour les aspects psychologiques, et il permet d'anticiper le risque. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va enchaîner avec un sujet sur les conséquences sociales de l'amylose présenté par Agnès Farrugia. Bonjour et merci de me donner l'occasion de vous expliquer peut-être aussi ce que nous, on voit sur le terrain au niveau de l'association et des retours qu'on a sur ces différents aspects qui ont été évoqués précédemment. Donc, je vais essayer de ne pas me prendre un petit coup de bip. Alors, il y a plusieurs types de fardeaux et en fait, finalement, on se rend compte qu'au niveau des porteurs asymptomatiques, c'est un vrai sujet qui a été évoqué par Bérénice et par Julie. Mais il faut aussi effectivement intégrer complètement que le porteur asymptomatique est une personne comme tout le monde et qui n'a pas de maladie. Et donc, il faut intégrer sa vie dans sa globalité. Faute de quoi, on le met dans d'autres difficultés. En particulier l'ALD, et nous, on a été confrontés à ce problème-là. On a pas mal de patients asymptomatiques qui demandaient une ALD et on les a soutenus là-dessus pour l'obtenir. Et finalement, ils ont eu des retours de bâton avec l'obtention de cette ALD, puisque quand on doit déclarer et compléter un questionnaire pour un prêt immobilier ou une assurance vie, on doit le mentionner. Et donc, finalement, ce qui apparaissait comme quelque chose qui était un acquis important pour le patient, pour le porteur, devenait finalement un handicap par la suite. Donc, je pense qu'à chaque fois qu'on fait une action qui va quelque part exposer un porteur asymptomatique, il faut toujours se poser la question de savoir est-ce qu'on peut avoir un effet boomerang par la suite ou pas. On a en particulier un porteur asymptomatique qui est dans cette situation-là et qui a demandé une assurance vie, donc qui lui a été refusée. Et donc, on a fait un courrier pour le soutenir et pour dire qu'il était porteur asymptomatique. Rien ne disait qu'il pouvait déclarer l'amylose ou pas. Et donc, le retour, en fait, de l'assureur a été très bien, on vous assure, sauf en cas de décès qui puisse être lié à l'amylose. Donc, tout ça, je vous donne ces exemples-là parce que vous êtes tous confrontés à ça. Et finalement, nous, on a été un peu dépités par ces expériences-là. Donc, on devient un peu frileux concernant tout ce qui concerne les porteurs asymptomatiques, leur visibilité sur les réseaux sociaux également, leur intervention dans des congrès ou des événements, parce que on sait que leur image peut être utilisée, exploitée, et que quelque part, c'est un truc qui peut se reprendre par la suite, soit au niveau professionnel, soit au niveau d'un assureur, etc. À l'inverse de ça, on a aussi des patients, un patient, je pense à un monsieur, qui m'avait appelé, j'étais très ennuyée, parce qu'il développait les symptômes, il le savait, son père était décédé de l'amylose, mais il m'a dit, je ne veux pas aller à l'hôpital, je ne veux pas voir un médecin maintenant, je suis en train de conclure et de signer mon prêt immobilier, donc je termine ça et après, j'irai à l'hôpital. Alors même qu'il avait des symptômes. Tout ça pour vous dire que si on n'intègre pas ça quand on considère les porteurs asymptomatiques, on passe à côté d'une dimension qui est en fait leur vie privée, leur vie personnelle. Donc c'est quelque chose d'important. Il va y avoir évidemment des difficultés à se projeter sur la vie professionnelle. Si on fait un test génétique à quelqu'un qui va être très jeune, alors que peut-être il développera la maladie finalement à 60 ans ou à 70 ans, on va peut-être le priver aussi d'un parcours professionnel dans lequel il aurait eu envie de s'engager, auquel il va renoncer un peu trop tôt, un peu par excès de précaution, et finalement c'est un petit peu dommage. Par ailleurs, quand on est en bonne santé, qu'on est jeune et qu'on a des projets, aller à l'hôpital très régulièrement, très régulièrement, une fois par an pour quelqu'un qui est jeune et qui n'a pas de problème, c'est trop, c'est beaucoup. Donc il faut aussi, comme ça a été dit précédemment,
se demander quel est le bon moment, quelle est la bonne temporalité. Et je pense que ce n'est pas une question d'âge, mais c'est vraiment à intégrer dans le parcours de vie du patient, dans ses projets de vie, et de se demander comment on peut faire et quel va être le bon temps. Voilà. Donc je pense que ça, c'est par rapport au projet d'enfant et au fardeau du secret, parce que la plupart des porteurs asymptomatiques n'en parlent pas. Je sais que tu vas me biper. Hop. Donc, il y a un impact social et financier pour tous les patients, y compris les patients qui ont déclaré la pathologie. On a des refus de prise en charge par les MDPH, et je pense qu'il faudrait vraiment que tous ensemble, on se demande comment on peut faire pour que les réponses des MDPH arrivent non pas 1 an plus tard sur un état qui a progressé, mais en temps et en heure. Et quand quelqu'un marche avec 2 cannes et qu'on lui refuse l'adaptation de son véhicule parce qu'on ne connaît pas l'amylose, je trouve toujours ça extrêmement regrettable. Et c'est arrivé encore cette semaine. Donc voilà, je voulais juste, en fait, vous apporter quelques éclairages d'histoire, de parcours, parce que ça veut dire ça, en fait, au quotidien pour les patients. C'est l'impact très fort de l'amylose sur leur vie quotidienne. Et cette enquête que nous vous avons présentée tout à l'heure devrait répondre à une partie de ces questions qu'on se pose. Et peut-être à partir de ça, on y verra un petit peu plus clair. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer à plusieurs exemples de l'organisation du conseil génétique en France. On commence par Marseille. Merci. Donc moi, je suis cardiologue. Et donc, ce ne serait pas moi de parler du conseil génétique. Je vais vous montrer comment on fonctionne à Marseille. La particularité peut-être, mais on n'est pas les seuls sans doute, c'est que les amyloses sont évaluées au même titre que les cardiomyopathies en général, dans le centre de référence constitutif des cardiomyopathies. On reçoit les patients à peu près tous les jours, et vous voyez ici toute la joyeuse équipe qui m'entoure. Et là, c'est le jour du staff. 1 fois par semaine, on se réunit avec des cardiologues, des généticiens, une infirmière qui est dans la salle ici, je pense, des ingénieurs de recherche clinique, il y en a une aussi qui est dans la salle ici. Bref, c'est vraiment mélangé, c'est-à-dire qu'on parle des dossiers de cardiomyopathie en général et on parle des dossiers d'amylose dans les mêmes réunions, et on reçoit les patients de façon identique. Alors ensuite, ça c'est l'activité de notre centre. Ce que je voulais brièvement montrer, ça englobe les cardiomyopathies et les amyloses. Vous allez voir pourquoi je passe par cette étape avant de vous parler du conseil génétique. Vous voyez qu'au fil des années, les petites colonnes orange représentent les nouveaux cas que nous voyons chaque année. Alors moi, je ne vois pas très bien d'ici, mais vous voyez qu'il y a 700 cas cette année, par exemple, au mois de novembre, 700 nouveaux cas de cardiomyopathie, en général incluant les amyloses, qu'on reçoit dans le centre. Et vous voyez sur la partie droite de la diapositive que les amyloses représentent 15% des patients qu'on reçoit, alors que les cardiopathies hypertrophiques représentent à peu près 40%. Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'évolution au fil du temps. Quand on a créé le centre des cardiomyopathies à Marseille en 2010, à gauche, vous voyez que les amyloses représentaient 1%, et maintenant, ça représente à droite 15%. Ce que je veux vous montrer là, c'est qu'il y a un afflux important de patients et que ça va être très difficile de montrer tous ces patients aux généticiens. Et donc, voilà maintenant nos chiffres concernant l'amylose. Et là aussi, vous voyez que c'est assez impressionnant, l'évolution au fil du temps. Toujours pareil, les colonnes bleues, ce sont les cardiomyopathies. Et les colonnes roses et orange, ce sont les nouveaux cas que vous voyez. Vous voyez qu'on reçoit, vous voyez que tous les ans, depuis 3-4 ans, on a plus de 100 nouveaux cas d'amylose qui nous sont adressés dans le centre. Et la répartition est représentée à gauche, à droite. Les amyloses AL, 12%, les TTR mutés, 17%, et les sauvages, 71%. Donc, on comprenait bien qu'avec toutes ces amyloses, on ne peut pas inonder les consultations de génétique de tous les cas d'amylose. Donc, ces patients ne vont pas systématiquement aller voir les généticiens. Alors, comment on fait en pratique? Voilà. Il y a 2 situations. Soit le patient est adressé pour une CMH, on fait la génétique à Marseille, c'est l'équipe de Karine Nguyen qui fait la génétique, et on applique scrupuleusement les recommandations de cardiogènes, c'est-à-dire qu'on fait le panel de 16 gènes.
parmi lesquels il y a le gène de la TTA, bien entendu, et de temps en temps, on a la surprise de trouver de façon inattendue une mutation TTR. Ça représente très peu de patients, peut-être 1 ou 2 par an. Le cas le plus fréquent est à droite, ce sont les patients qui sont adressés pour amylose, et là, on prélève tous les patients, mais on fait pas ça à Marseille. Donc à gauche, la génétique, la conventionnelle, on l'a fait à Marseille. À droite, la génétique TTR, on l'adresse dans d'autres centres, on reçoit le résultat dans 1 mois ou 2, et on ne les montre pas systématiquement, immédiatement, donc bien sûr aux généticiens. Et une fois qu'on a le résultat, je vous donne l'exemple, la semaine dernière, j'ai reçu de façon un peu inattendue quand même un résultat positif de génétique, c'est moi qui reçois le résultat, j'appelle le patient et je lui dis maintenant vous allez venir nous voir pour un deuxième prélèvement de confirmation et rencontrer l'équipe de génétique, et c'est à ce moment-là que le patient rencontre l'équipe de génétique qui va faire le conseil génétique avec nous. Donc on organise une consultation génétique pour le cas index et un ou plusieurs des apparentés, et ensuite la décision de pratiquer un dépistage génétique chez les apparentés dépendra de l'âge du patient, de la date d'apparition des symptômes, du souhait des patients également, et aussi du type de mutation qui a été mise en évidence. Et après, on fait ce qu'on vous a signalé déjà tout à l'heure, c'est-à-dire le début du suivi, pas forcément annuel, mais à partir de 10 à 15 ans avant l'âge du début attendu de la maladie. Voilà notre fonctionnement à Marseille. On passe à Toulouse. Il ne m'a pas montré comment lancer le support. Non, mais tu n'en as pas besoin, tu vas voir, ça va aller vite. Ça va aller vite. Je vais vous montrer surtout peut-être les limites de notre organisation, parce que je crois que notre organisation n'est pas tellement originale par rapport à ce qui se fait dans beaucoup de centres, et les limites, elles sont probablement là, vous voyez. Parce que quand j'écoute les présentations précédentes, il manque un acteur fondamental qui est le ou la psychologue, et que nous avons pourtant. Mais pour autant, on a une problématique de site chez nous, puisqu'on est sur 2 sites, et on a la cardiologie qui n'est pas sur le site de, je dirais, l'accompagnement où sont nos généticiens et l'expertise génétique probablement, et ça en fait la limite. Je vais vous montrer du coup en somme comment on s'organise. On a une consultation dédiée pour les cardiomyopathies, pour les CMH et pour l'amylose, un peu comme à Marseille. Et donc les patients arrivent déjà avec un profil de diagnostic, ce qui fait qu'on sait qu'on va être amené à les génotyper. Dans ces cas-là, on a depuis récemment un accompagnement par une conseillère en génétique qui nous permet de professionnaliser en quelque sorte un petit peu le conseil génétique, surtout l'explication qui va accompagner la réalisation de cette génétique, les conséquences potentielles, et puis nous accompagner aussi sur l'arbre généalogique de ces patients, en parallèle de la consultation médicale que l'on va faire systématiquement chez ces patients. Pour nos amyloses, nous avons pris l'habitude ensuite de les revoir à distance avec les résultats de la génétique, souvent, mais pas systématiquement, au cours d'une hospitalisation de jour où on fait un bilan complet de cette cardiomyopathie avec notamment l'évaluation des capacités fonctionnelles, etc., qui nous permettra d'avoir un bilan de référence pour le suivi ultérieur, puisqu'on l'a vu maintenant, c'est ça qui va nous permettre de potentiellement nous dire que la pathologie progresse. Et vous le voyez, on remet ces résultats, et particulièrement quand ils sont pathologiques, avec une mutation, un variant pathogène, on les remet accompagnés de notre conseillère de façon à avoir un accompagnement, et on remet les coordonnées aux patients de nos généticiens, puisque nous ne pouvons pas prendre directement, nous, les rendez-vous. Il faut que ce soit une démarche du patient, a priori, pour prendre rendez-vous auprès de nos généticiens. Pour les patients les plus âgés, en fait, quand nous n'avons pas de mutation, il nous arrive de faire de la téléconsultation pour éviter de les déplacer. On est sur un territoire assez large qui fait qu'il y a des patients qui font facilement 2 heures de route pour venir nous voir et qui de temps en temps ne souhaitent pas revenir sur une hospitalisation de jour, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Et puis, vous le voyez, et c'est là qu'apparaît notre psychologue, ce sont pour les patients présymptomatiques. Et nous, la limite de notre centre, c'est qu'on est sur un autre site, et donc les patients vont sur un autre site où là, effectivement, on a une vraie professionnalisation de l'accompagnement avec conseillère en génétique, généticien et psychologue, et qui permettent d'accompagner les patients. Et comme tout le monde, nous faisons un dépistage ensuite clinique dans les 10 ans qui étaient 10 à 15 ans d'ailleurs, plutôt 15 ans, qui précèdent le cas index. Voilà, de façon très simple, et je n'ai pas été bipé, notre organisation. On passe à l'organisation à Lille.
Bonjour tout le monde. Alors, ce topo, c'est une expérience, c'est-à-dire c'est une transparence. Je vais bien vous expliquer comment c'est organisé. Et il n'a pas du tout valeur de règle, il doit avoir plein de défauts. Et puis je serai disposé à répondre aux questions à la pause s'il y en a. Souvent on me pose la question d'abord, à Lille en tout cas, pourquoi vous faites un test génétique? Faut-il vraiment faire un test génétique? Et donc je vous fais part de ce qui se passe à Lille. C'est ce qui se passe très très régulièrement dans ma consultation. Bonjour docteur, on ne comprend pas bien cette maladie, mais on a vu que c'était parfois héréditaire. Donc avant tout, il y a l'arrivée d'une famille, parce que bien souvent, si les personnes sont relativement âgées, eh bien c'est les enfants qui se posent la question et eux se demandent s'ils peuvent être atteints, et c'est dès la première consultation. Donc quand mes correspondants, les cardiologues de la région, les neurologues me disent « est-ce qu'il faut faire un test ?», je dis systématiquement toujours oui. Bon, je passe l'histoire parce que le temps, je pensais que c'était 10 et c'est 5 minutes. Alors, voilà un petit peu les différents contextes. Alors, moi, j'ai focalisé sur justement l'amylose ATTR et je ne suis pas reparti du centre de compétences cardiomyopathie hypertrophique. Donc, finalement, ce sera un petit peu complémentaire. Et finalement, les contextes sont un tout petit peu différents parce que la cardiopathie, elle est souvent confirmée. C'est-à-dire qu'on a des outils diagnostiques, on a une certitude. Mais il ne faut pas oublier que l'amylose à transthyrétine, c'est également ou surtout, lorsqu'elle est mutée, de la neuropathie. Et là, bien souvent, elle est suspectée. Donc nos collègues neurologues utilisent, eux, le test génétique pour aller confirmer l'atteinte d'une neuropathie sensitive, distale, etc., progressive, dont ils n'ont pas la solution assez régulièrement. Et après ça, il y a le dépistage de la parenté. Alors voilà, nous également, dans le centre, il y a ces personnes-là qui sont principalement impliquées. Quand je mets cardiologue, c'est une équipe. Quand je mets généticien, c'est l'équipe de génétique clinique avec des conseillers, des généticiens, des psychologues. Le biologiste moléculaire, qu'il ne faut pas oublier, nous, il y a beaucoup de choses qui sont centralisées en cas de difficulté par un interniste, mais toutes ces personnes sont experts depuis 20 ans dans l'amylose. C'est un interniste qui fait que de l'amylose, c'est un généticien qui fait beaucoup d'amylose. Notre pathologiste fait quasiment que de l'amylose. Donc voilà, je suis plutôt bien entouré, c'est une chance. La neurologue fait essentiellement de la neuropathie héréditaire. Alors bien sûr, on travaille avec un encadrement réglementaire qu'on essaie d'appliquer, et puis avec cette modification récente. Pour ce qui est de la neurologie, j'ai voulu leur rendre hommage, parce que finalement, vous le verrez sur les graphiques suivants, ils ont une grosse activité de génétique, la neurologie. Alors eux, voilà, ont établi un protocole, un document qu'ils donnent aux familles, qu'ils donnent aux apparentés. Et là-dessus apparaît beaucoup justement la consultation de génétique et la psychologie, parce qu'en fait, ils ont besoin de la génétique pour confirmer le diagnostic, alors que nous, c'est plutôt pour l'expliquer quand le diagnostic est déjà confirmé. Alors moi, comment je fais ou comment on fait en cardiologie en pratique, je le disais, on n'envisage pas le test avant un diagnostic de certitude. Jamais on utilise le dépistage ou le screening pour explorer une cardiopathie inexpliquée. Alors il y a deux solutions dans ce cas-là. Il y a des malades hospitalisés au CHU, comme pour les collègues, alors soit de l'HDJ, soit pour l'évaluation pronostique, soit c'est une phase aiguë décompensée, etc., peu importe. Et à l'occasion de ce séjour initial ou de cet adressage, eh bien, on fait l'information arbogénéalogique, consentement, etc., les prélèvements. Mais j'ai également développé une consultation dite de cardiogénétique, humblement. À Lille, c'est moi qui l'ai fait pour toutes les amyloses ATTR, mes collègues s'occupant d'autres CMH, puisque le diagnostic est de certitude. Et volontairement, j'ai fait ça parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de mes collègues refusent que les malades soient hospitalisés dans le service, parce que c'est aussi leur activité, hôpital de jour, de suivre des patients avec cardiopathie. Et donc, quand on fait une fois une hospitalisation un mois après la leur, ou 2 fois, ils n'envoient plus de malades. C'est pas bien, peut-être, mais c'est un fait. Donc, j'ai développé une consultation où je ne refais pas les examens, je fais une consultation dédiée de cardiogénétique qui ne sera consacrée que à ça. Après ça, le diagnostic présymptomatique, lui, peut se faire donc en neuro ou également en consultation de cardiogénique, mais au préalable ou en parallèle, l'avis psychologique. Alors, quelques graphiques pour vous montrer comment ça se passe en pratique. Ici, vous retrouvez les histogrammes de cette activité, et je remercie la généticienne, parce que tous les prélèvements de la région Nord et Pas-de-Calais arrivent dans le même laboratoire, donc même ceux que je ne vois pas, ça me permet d'avoir ces informations. Vous voyez un petit peu l'augmentation d'activité par année, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous voyez l'essentiel à Lille, en tout cas, des prélèvements de séquençage de TTR est encore fait beaucoup plus par la neuro qu'elle l'est faite par la cardio. Donc si on ne regarde pas à côté, on n'a pas un bon reflet de l'ensemble de l'activité de génétique.
Si on se focalise sur la cardio, voilà un petit peu, là, ce ne sont que les dernières années, donc c'est le nombre de malades par année, hein, ce n'est pas du cumulé. Et vous avez en carré un petit peu les tests qui sont revenus positifs. Je vous ai mis, donc ça fait 3,6% de variants sur 221 malades sur ces 5 dernières années. Et j'ai mis les âges maximum de gens que j'ai vus moi en consultation avec signature du consentement, parce que quand je dis tous, c'est tous, à condition qu'ils puissent venir. Autre information, voici un petit peu les principales mutations qui sont observées. Donc, ce sont peut-être les mêmes que pour vous. Il y a une petite originalité, c'est la S77-TIR ou 97 sur la nomenclature. Merci pour ce rappel que j'avais vu. Et qui est particulièrement prévalente dans le Nord-Pas-de-Calais. Je crois qu'on est la région de France où il y a le plus. Et sinon, on a un panel que vous connaissez. On n'a pas trouvé de variant de signification indéterminée. Je crois que c'est une information importante dans les échanges avec les généticiens biologistes. On a rarement la discussion autour d'un variant de signification indéterminée. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais eu pour ce qui est de ce gène qui n'a que 4 exons. Donc ça simplifie un petit peu par rapport à d'autres maladies, type le Fabry, que certains dans la salle connaissent bien. Et suite à cette épidémio qui a été déjà montrée à la première session, eh bien, j'ai dû créer un petit peu ça parce que même moi, à les centraliser tous, je ne peux plus voir tous ces malades. Donc j'ai proposé à des collègues de la région qui tous ont eu un mentorat, tous ont participé au masterclass, tous ont une appétence pour l'amylose cardiaque à transthyrétine. Eh bien, je les aide à faire, pour le cas index bien sûr, le test génétique dans leur service, à condition, bien sûr, que le prélèvement sanguin soit envoyé dans notre laboratoire de génétique, ce qui fait qu'on a quand même l'information et en cas de difficulté, on peut en parler. Et vous voyez, ça s'appelle le réseau Amylonor, qui aide un peu mes collègues de la région sur des CAG ou des centres privés à prendre en charge complètement ces malades. Merci. Merci beaucoup. On va poursuivre avec les Antilles, avec le docteur Astrid Montfort-Braffin. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler de l'organisation du conseil génétique au sein de notre centre de référence céramique à Fort-de-France. Donc, d'abord, pour comprendre un petit peu notre organisation, il faut connaître un peu le paysage de l'amylose aux Antilles. Donc, on a évidemment une prédominance d'amylose héréditaire avec des patients ayant un phénotype cardiaque, muté PV142I. Et puis, on a une deuxième mutation un petit peu moins connue qui donne essentiellement des phénotypes neurologiques, donc qui vont être suivis plutôt dans la filière neuro, mais avec quelques patients ayant des atteintes cardiaques, les ILE 107 VAL. Et puis quelques autres mutations, on a très peu de familles. Et puis pour les amyloses héréditaires, les amyloses séniles, pardon, on n'en a finalement pas beaucoup, mais maintenant que le diagnostic s'est beaucoup développé, mais on en a de plus en plus. Alors, l'organisation du conseil génétique va varier en fonction de la mutation. Donc, comme je vous l'ai dit, on a 2 filières, neuro et cardio, qui partagent la même conseillère en génétique, c'est pratique, mais malheureusement, elles ne travaillent pas que dans le domaine de l'amylose. Donc, cette consultation par la conseillère en génétique, elle est assez standardisée. Elle est proposée à la fois au cas index et aux familles, aux apparentés. Souvent, elle comprend 2 rendez-vous. Avec un premier rendez-vous, la conseillère va recevoir la famille ou les apparentés de manière individuelle. Elle fait l'arbre généalogique. Elle va informer sur la pathologie, sur la réglementation, sur les dépistages phénotypiques, la maladie et ses traitements. Elle prescrit également le prélèvement génétique et elle va revoir chaque patient pour remettre les résultats et prescrire un dépistage en cas de résultat positif. Donc, les patients avec des phénotypes neuro sont essentiellement gérés par les neurologues. L'information génétique est délivrée par les neurologues et très peu finalement de familles sont vues par la conseillère en génétique puisque les neurologues, un peu comme à Lille, gèrent bien toute cette partie de manière autonome. Alors, pour les patients ayant un phénotype cardiaque, les PV142I, on a beaucoup de patients et donc beaucoup de familles et donc on ne peut malheureusement pas adresser toutes ces familles à la conseillère en génétique et donc on va surtout orienter les patients soit homozygotes, soit jeunes, soit hétérozygotes composites ou des situations psychosociales complexes où on a vraiment besoin de l'aide de la conseillère en génétique. Et puis pour toutes les autres mutations, parce qu'on a un peu moins d'expérience, eh bien on va systématiquement adresser ces patients à notre conseillère. Donc pour les cas index, donc les patients ayant une amylose avérée, ils vont être évalués en hôpital de jour avec une évaluation phénotypique complète.
on réalise l'information sur le caractère héréditaire potentiel et on leur propose le test génétique qui peut également être réalisé au cours de cet hôpital de jour. Le rendu des résultats se fait le plus souvent en consultation et on remet une lettre type aux patients en cas de résultat positif afin qu'il informe ses apparentés du premier degré. Alors c'est finalement la gestion des apparentés qui est souvent pour nous un peu plus compliquée puisqu'on va les recevoir en consultation. Et puis la question qu'on se pose tous les jours, c'est à partir de quel âge? C'est ce que disait Madame Farrugia. À partir de quand on propose ce test génétique? Alors oui, le PADO moins 10 ans, mais quel est ce PADO? Est-ce que c'est l'âge de survenue de la pathologie cardiaque, et souvent au moment du diagnostic, on le diagnostique tardivement, ou est-ce que c'est par exemple les premiers symptômes extracardiaques? Donc les apparentés, on va les recevoir en entretien individuel, on va rechercher la présence de red flags, de symptômes. Si les patients sont jeunes et asymptomatiques, on ne va pas réaliser forcément de dépistage phénotypique systématique, mais dans certains cas, on propose quand même le test génétique. Si les patients sont symptomatiques, on prescrit d'emblée une évaluation avec une scintigraphie osseuse, une échographie, un bilan bio, un électro, et puis on leur prescrit également le test génétique. Et si les patients sont porteurs, mais asymptomatiques, porteurs de la mutation, mais asymptomatiques, avant 50 ans, le plus souvent, on va les informer sur les red flags, mais on ne va pas mettre en place de suivi systématique. Et à partir de 50 ans, par contre, on fait une première évaluation complète qu'on va renouveler tous les 2 à 3 ans en informant bien les patients sur les signes d'alerte. Donc les limites du conseil génétique, c'est qu'on a un accès limité finalement à notre conseillère en génétique, avec une procédure qui va dépendre de la mutation. La gestion des apparentés, elle est souvent un peu compliquée et le suivi des porteurs sains n'est pas encore très bien protocolisé. Voilà. Merci pour toutes ces présentations. Je vais inviter les orateurs. Alors peut-être ceux qui ont fait les présentations au début sur le modèle d'organisation, on peut peut-être rester assis. Donc j'invite les orateurs à venir sur l'estrade. Et en tout cas, merci pour ces présentations qui montrent que le cardiologue ne doit pas agir tout seul. L'importance des psychologues, maintenant on le sait bien, on le voit dans les consultations d'annonces également, par exemple d'assurance cardiaque, que l'atterrissage peut être brutal et c'est vraiment un plus d'avoir une équipe avec des psychologues et des assistantes sociales. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui. Alors, est-ce que vous avez un micro? Oui, il arrive. Philippe Charon. Merci beaucoup à tous les orateurs pour avoir montré vraiment la pluridisciplinarité de cette prise en charge. Le dépistage des apparentés reste vraiment un enjeu majeur et Sylvia a bien montré que malgré tous les efforts, le pourcentage d'apparentés qui vont au bout de la démarche reste faible. Et ça, c'est vrai pour toutes les maladies génétiques en général. Dans les cardiopathies hypertrophiques, tout venant, c'est un petit peu les mêmes pourcentages un petit peu. Mais quand même, le fait de remettre au cas index la lettre d'information pour la famille, c'est vraiment crucial, très important. Et ça améliore beaucoup, malgré tout, la diffusion de l'information dans la famille. Donc, militer pour vraiment la remise de cette lettre d'information, ça, c'est très important. Et le deuxième point, je voulais revenir sur ce que Agnès avait évoqué, les difficultés peut-être pour les demandes de prêts ou autres. Il faut quand même bien distinguer deux situations. Il y a l'apparenté sain, mais qui est porteur de la mutation, et il n'a pas à déclarer le résultat génétique. Il est protégé par la loi, donc il faut bien rassurer tout le monde. Le test génétique ne va pas constituer en soi un frein pour toutes les démarches du point de vue professionnel, du point de vue bancaire, etc. Donc il faut quand même rassurer. Par contre, quand il a déclaré la maladie cliniquement, phénotypiquement, là, il va être obligé de le mentionner, et là, ça peut être un frein, effectivement. En fait, pour les asymptomatiques, la problématique par rapport au prêt immobilier, elle est dans le fait de l'ALD. En fait, s'ils ont une ALD... Mais s'ils n'ont pas déclaré la maladie, on ne va pas faire une demande d'ALD. Ouais, là, je suis un peu surpris justement qu'il y ait une ALD demandée pour ces patients-là asymptomatiques, parce que c'est une demande. Moi, j'ai eu le cas, comme vous, de patients qui étaient contents d'avoir ALD. Le jour où ils ont eu à faire un prêt, ils ont eu l'atterrissage qui était difficile. Mais pour les patients qui sont porteurs asymptomatiques, moi, je ne fais pas de demande d'ALD. Mais certains en ont une, et c'est un problème. Moi, je pense qu'il faut expliquer aux patients les conséquences et anticiper. Et je suis étonné que ce soit accepté, que l'ALD soit acceptée dans ce cas-là. Je suis très étonné. Pas juste les patients, non.
Ouais. Il n'a pas à le mentionner. Il est protégé par la loi. Il n'a pas, quelle que soit la pathologie. En France et dans beaucoup de pays, la loi protège contre l'utilisation abusive d'un résultat génétique, effectivement. Oui. Je pense que, alors je vais juste rajouter deux choses. Je pense que pour les ALD, probablement c'est pour la prise en charge de la surveillance itérative que ça a été demandé. Probablement. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il n'y a pas que les patients informés, il y a aussi les médecins qui font la demande. C'est-à-dire que là, on est dans une démarche d'enseignement, parce que en effet, on est dans une situation où la personne n'est pas malade, et je pense qu'il faut que chacun, tous les prescripteurs, soient conscients que dans ce cas-là, à partir du moment où il n'est pas malade, c'est dans son intérêt de ne pas être pris en charge comme un malade. Voilà. Ouais, je voulais vraiment vous remercier pour la qualité de vos topos à tous les quatre, et puis aussi pour montrer les collègues de Lille, Marseille, de Martinique, de montrer l'hétérogénéité, en fait, puisque comme vous l'avez très bien dit, ça dépend vraiment en fait des moyens disponibles. Et Bérénice l'a montré, il y a une réglementation qui impose la psychologue, le conseiller génétique, mais c'est la multidisciplinarité pour la bonne prise en charge, mais que c'est effectivement difficile de mettre tout ça partout. Alors, moi, de la session, j'avais envie de faire un premier commentaire. C'est en fait la première barrière qu'on a, c'est que tous les patients qui ont une amylose TTR n'ont pas de test génétique. Et ça, on le voit dans IR. On en a discuté hier avec tous les ARC. Il y a un problème en fait de réalisation des tests génétiques encore en France. Il faut qu'on améliore ça parce que c'est une maladie qui est familiale. Alors là, on discute beaucoup du fardeau, mais si on n'a pas le test génétique, nous, ce qu'on voit au centre maintenant, c'est les enfants de patients décédés d'amylose qui reviennent parce qu'ils ont vu sur Internet que c'était une maladie héréditaire et le test génétique n'avait pas été fait parce qu'on considérait que la petite mamie, elle avait 85 ans et quoi faire. Voilà. Et du coup, on se retrouve à dépister et à rentrer toute une famille qui, ça se trouve, n'en a absolument pas besoin dans un conseil génétique. Et comme si c'est négatif, on est obligé de faire l'autre, parce qu'il y a 50%, donc on ne sait jamais si ce sera positif ou négatif, évidemment. Et donc, on repart dans un truc qui, pour pas embêter la petite mamie et puis faire des économies, finalement, on se retrouve à faire toute la famille. Et maintenant, de toute façon, l'amylose héréditaire, elle est partout sur Internet. Donc, les gens, ils ont amylose, même les AL nous disent est-ce que c'est héréditaire. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on se mobilise pour que tous les patients aient un test génétique. La deuxième chose qu'on a vue dans le registre IR, c'est que c'est super compliqué de récupérer les tests génétiques. Je ne sais pas comment ça marche dans vos centres. Alors, nous, ça va, mais souvent, c'est le prescripteur. Le prescripteur, c'est l'interne. Et l'interne, il est parti, il a changé de stage. Et il reçoit le compte-rendu de génétique suivant les organisations, arrive au nom de l'interne et personne n'ouvre l'enveloppe. Et donc, le test génétique, personne ne sait où il est. Voilà. Bon, là, j'avais une question, mais j'ai plus le temps de poser la question. Moi, je rebondis, s'il vous plaît, sur votre remarque. Donc, vous conseillez de réaliser le test génétique chez le K-index, quel que soit l'âge de survenue de la maladie, même au-delà de 90 ans, même au-delà de... Qui est pour faire chez tous les patients, quel que soit l'âge? Voilà. Non, mais c'est l'intérêt du MAC. Le message passe. Alors, qui est contre de le faire à 90 ans? Moi, je ne le faisais pas systématiquement quand l'âge de survenue de la maladie était après 90 ans, parce que les courbes montrent un pourcentage de moins de 1% de rentabilité, mais je suivrai vos conseils. Oui, mais en fait, le problème, c'est que individuellement, les apparentés vont se poser la question. Et on a tous, enfin nous, je le raconte à chaque congrès, notre patiente la plus vieille, enfin la plus âgée, pardon, parce qu'elle n'est pas si vieille que ça, a été diagnostiquée d'une amylose à transthyrétine héréditaire avec des premiers symptômes à 93 ans. Voilà. Et les familles vont forcément se poser la question pour leur propre problématique dont nous ont parlé Julie et sa collègue. Et justement, une petite question sur le plan réglementaire génétique. On est bien d'accord, chez le patient qui est porteur, le médecin cardiologue peut faire le test génétique avec l'information. Il n'y a pas besoin d'avoir une certification spécifique pour le faire. Si on a les résultats, on voit le patient avec un généticien, mais on peut lancer cette prescription. Alors nous, on ne le fait pas en hospitalisation, on le fait en consultation, mais la réception des résultats peut se faire avec un généticien. En fait, pour moi, c'est un peu un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que si on doit rentrer dans une démarche génétique, est-ce qu'on a besoin absolument du généticien? On parle bien chez les patients porteurs, pas chez les apparentés. Soit je réponds, soit c'est le généticien qui peut répondre aussi.
Non, on est bien d'accord, chez une personne qui est malade, qui a des symptômes, qui est suspecte d'amylose à transthyrétine, tout praticien, qu'il soit généticien ou pas, peut faire le test dans la mesure où il connaît la maladie, qu'il est capable d'expliquer les enjeux du test au patient et qu'il sera capable de lui rendre le résultat. C'est-à-dire que, quel que soit le résultat, il faut être capable de l'expliquer au patient, les conséquences pour lui, les conséquences pour sa famille, et il faut aussi l'informer avant la réalisation du test de l'obligation d'information de la parentèle. Parce que, évidemment, il vaut mieux le savoir avant pour se déterminer quant à est-ce qu'on fait le test ou pas. La plupart des patients, la quasi-totalité, vont dire « je vais faire le test », bien sûr. Mais voilà, il y a tous ces éléments. Tout médecin thésé, donc ça ne veut pas être les internes, hormis les docteurs juniors, tout médecin thésé est à même de prescrire un test génétique, mais il y a ces conditions qui permettent en fait l'information libre et le consentement, enfin l'information complète et le consentement éclairé du patient. Je peux juste vite fait. C'est pas bon. C'est bon? On t'écoute. Une question hyper pratique. Tout le temps. Demande d'avis cardiologique. Patient qui est en gériatrie, 85 ans, grabataire, je fais l'écho, il a une amylose. Je ne vais même pas l'envoyer en médecine nucléaire. Moi, il faut que je l'envoie dans une autre ville, il me faut 1 heure. Le patient, il est vraiment grabataire. Je ne vais pas l'envoyer faire la scintille. Je sais qu'il a une amylose. Qu'est-ce que je fais avec le test génétique? Ça dépend ce que vous appelez un patient grabataire. C'est-à-dire que si... Non, mais attendez. Un patient grabataire, c'est un patient. La question, c'est s'il est grabataire et qu'il a toute sa tête, il peut tout à fait donner son consentement pour... J'ai même pas la scintille, je vais même pas l'envoyer faire la scintille. Ça n'est pas nécessaire d'avoir la certitude. Là, c'est très bien que les cardiologues fassent le diagnostic génétique en ayant la certitude, mais en réalité, comme vous l'avez vu, pour les neurologues, ils suspectent, ils font la recherche. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir la certitude. En revanche, il faut un consentement, que ce soit celui du patient si il a la tête pour ça, ou celui du tuteur si le patient est sous tutelle. Voilà, mais c'est pas nécessaire d'avoir une certitude. Donc à tous alors. Merci à tous. J'ai la lourde charge de surveiller le chrono et donc je vais demander à Damien Loujard de nous donner sa synthèse de cette session de façon à ce qu'on puisse respecter le timing. Merci Olivier. Alors, je tiens quand même à préciser que ce n'était pas si évident que ça à faire cette synthèse en raison de la richesse d'une part des topos et à cause de la présence d'Olivier à côté de moi qui n'a pas arrêté de faire des bêtises. Et je pense que pour Noël, ça pourrait être intéressant de lui donner ça comme jouet. Hein, ça va. Il adorerait. Alors, concernant le premier topo, donc, qui était quand même très riche hein, et très important, et ça a été repris après dans la discussion, a été rappelé le cadre réglementaire, mais également éthique des prélèvements, alors non pas des patients symptomatiques des cas index, mais des patients donc, asymptomatiques apparentés. Et donc, il a été insisté sur l'intérêt des consultations spécialisées. Ça devait se faire dans le cadre d'un protocole. L'utilité très importante des conseillers génétiques dans ce contexte-là a été également rappelé sur le côté éthique. Donc, l'importance qui a été rappelée également dans la discussion du consentement écrit, qui est absolument indispensable, avec des conséquences éventuellement au pénal, si ce n'est pas respecté. Et puis, bon, un certain nombre de notions importantes, le respect de l'autonomie du patient, hein, ça reste le patient qui décide au bout du compte, et les notions de bienfaisance, de non-malfaisance, en tout cas d'essayer d'individualiser au maximum ce dépistage génétique. Ensuite, concernant la prise en charge des patients asymptomatiques par Sylvia, donc j'ai retenu quand même deux choses importantes. Donc le rappel du PADO, donc qui est l'âge prédit de début de la maladie, en sachant que Astrid en a parlé après, que finalement, est-ce que c'est l'âge prédit du début de la maladie cardiaque ou des symptômes, d'autres symptômes, extracardiaques notamment. Et donc, le PADO déterminant le début du dépistage avec PADO -10 pour envisager un début de dépistage. Et puis donc, ça a été rappelé, par exemple à Henri Mondor, qui est quand même notre mec à tous de l'amylose, seulement 1/3 des apparentés
bénéficient d'un dépistage, hein, qui reste encore finalement assez faible. Et puis tu as évoqué ces fameux essais qu'on verra plus tard, le Early Act Early, pardon, ou peut-être que ça pourrait avoir une conséquence thérapeutique d'être dépisté positif. Après, ont été évoqués le fardeau psychologique. Le fardeau, c'est la difficulté à se projeter dans l'avenir. Et effectivement, donc, un certain nombre d'items ont été déclinés. C'est important de préparer l'annonce avant d'annoncer au patient, parce que effectivement, ça peut être assez traumatisant. Et pour le patient, ça va modifier quand même un certain nombre de choses pour lesquelles le psychologue peut avoir un rôle fondamental pour essayer de resituer tout ça en contexte et de réaménager un certain nombre de traumatismes qui pourraient germer ou être déjà bien présents suite à cette annonce. Les conséquences sociales ont été également rappelées, donc pour ces patients à nouveau asymptomatiques, conséquences sociales voire financières. Donc ça a été débattu juste après, finalement. Le patient a-t-il ou n'a-t-il pas à déclarer sa maladie génétique en cas de demande de prêt ou d'assurance vie? Moi, je ne me prononcerai pas, donc apparemment non. Voilà. Bon, on va dire non. Néanmoins, bon, tout ça est assez compliqué à gérer pour un asymptomatique concernant son devenir social, ses liens avec sa famille, etc. Et donc, une notion également importante, c'est de réfléchir à la temporalité du dépistage. Alors, on a dit, il y a le PADO, bien sûr, mais il y a peut-être d'autres facteurs à prendre en compte par rapport à la vie du patient. Et enfin, 4 exemples de consultations génétiques pour ces apparentés asymptomatiques ont été proposés dans les provinces environnant Henri Mondor. Donc 2 dans le sud, Marseille, Toulouse, une dans le nord à Lille, et puis une dans les Antilles. Alors ce que moi j'ai retenu, c'est que évidemment tous sont de très très bons élèves et respectent ce fameux notamment cadre réglementaire éthique. À Marseille, Gilbert Habib a rappelé à nouveau le caractère un peu explosif de l'épidémie de l'amylose, puisque ça représentait que 1% de tes bilans de cardiomyopathie il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, ça représente 15% avec 130 nouvelles amyloses par an, ce qui est effectivement considérable. Olivier Lérez donc, a donné l'exemple et notamment l'importance du conseiller génétique qui faisait la consultation axée sur la génétique et qui encadrait le prélèvement en parallèle de la consultation du cardiologue, avec la notion de téléconsultation pour les patients très âgés qui ont du mal à se déplacer en cas de résultats négatifs. À Lille, une consultation cardiogénétique dédiée a même été mise en place avec une progressive délégation au centre périphérique, ce qui est également assez intéressante. Et puis, Astrid nous a rappelé dans les Antilles également à nouveau le rôle clé du conseiller génétique ou de la conseillère en génétique, et avec souvent la difficulté de ressources humaines, puisque par exemple, mais comme dans d'autres centres, elle est partagée dans de multiples maladies. Bon, j'ai oublié plein de trucs, forcément.